Bonjour Karen, bienvenue sur le podcast Lexté Luxury Tale. Un grand merci à toi de participer à notre émission. Est-ce que tu peux te présenter? Salut Sabine, ravie aussi, merci pour ton invitation et pour cette superbe initiative. Donc pour me présenter rapidement, Karen Jouve, donc je suis CEO et cofondatrice de Doors, qui est le premier cabinet de conseil indépendant dédié au Web3 et au métaverse. On s'est créé il y a un peu plus d'un an et demi, on accompagne un peu plus de 20 clients qui sont plutôt des grands groupes et des marques, notamment une partie évidemment dans l'univers du luxe et du retail. Et j'ai 28 ans, je suis située à Marseille, où il fait actuellement très beau et chaud. Et puis voilà, écoute, je pense qu'on aura l'occasion de discuter de tout le reste juste après. Alors pour nos auditeurs, nous sommes à Paris et il fait froid, il pleut. Alors, nous, aujourd'hui, on va parler de plein de sujets parce que ta société commence vraiment à être connue, à se développer. Tu es vraiment présente de partout. Et moi, ma première question qui a pas trop, qui est en lien, bien sûr, avec la thématique du Web3, mais ça fait quoi finalement d'être l'une des rares femmes à être déjà CEO, tu es très jeune, et à être dans cet univers que moi, je trouve plutôt assez masculin. Bah, effectivement, malheureusement d'ailleurs, parce que la philosophie même du Web3 et de la blockchain, c'est d'être plutôt ouvert, sans biais, transparent. Donc on pourrait s'attendre à un écosystème assez ouvert. Et comme tu le dis, c'est plutôt masculin, c'est plutôt un écosystème de tech guy. Et moi, au milieu de ça, je suis un peu un ovni et j'aime bien, enfin, ça marque ma différence et j'aime bien le revendiquer. Je viens pas du monde de la tech à la base, même si c'est ce qui m'a toujours passionnée. Et en plus, effectivement, je suis une femme, je suis pas à Paris, enfin, je cumule tous les défauts. Mais qu'est-ce que ça fait? Ben, premièrement, je pense que c'est une fierté. Enfin, en tout cas, moi, je suis assez fière d'avoir réussi et de continuer à développer nos entreprises et à tirer aussi les femmes vers le haut sur ces sujets-là de tech, parce que je suis convaincue que l'adoption, elle viendra aussi de là, que tout le monde puisse se l'approprier, peu importe l'âge, l'origine ou l'appartenance ou le sexe, hein, du coup. Et puis ensuite, bah, je suis. Enfin, c'est jamais quelque chose qui m'a fait peur. J'ai fait beaucoup de sport dans ma vie. J'ai même fait une formation militaire. Donc, si tu veux évoluer dans un univers avec des hommes, ça m'a jamais trop impressionné. Au contraire, je crois beaucoup à la complémentarité. D'ailleurs, j'ai deux associés qui sont des hommes, mais ils sont devenus féministes depuis. Mais voilà, je pense que c'est bien être une femme dans le Web3 aujourd'hui. C'est important. Il y en a quand même. Il y en a beaucoup. Et d'ailleurs, beaucoup en France qui sont à des très hauts niveaux. Et il faut le souligner. Mais effectivement, il faut se serrer les coudes et il faut réussir à en amener encore plus. Parce que bah, c'est ça le Web3 aussi. Ça doit être un univers ouvert, sans biais. Et en tout cas, il faut qu'on continue sur cette voie-là. C'est bien parti en tout cas avec nous également. Merci. Alors, l'une des premières questions, c'est comment est-ce que tu décrirais en fait l'évolution récente du luxe avec tout ce qui est l'avènement Web3, de la blockchain, des crypto-monnaies. Comment ces technologies, hein, tu en parlais juste avant, peuvent-elles contribuer à transformer l'ADN des marques de luxe tout en préservant finalement cette essence de rêve? On avait parlé de mythe versus réalité. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Oui, alors c'est vrai que c'est un sujet bon, qui est passionnant et qui date pas d'hier parce que le fait que les maisons de luxe s'intéressent à l'usage de la technologie ne date pas du Web3, hein, évidemment, elles s'y sont mises avant. En revanche, ce qu'on voit, et je pense que tu es bien placé pour le savoir, c'est que finalement, les maisons de luxe, elles n'ont pas forcément saisi tout le potentiel des précédentes vagues technologiques. Elles ont d'ailleurs parfois un peu raté le coche sur certaines vagues technologiques. Et je pense que la première chose, c'est que, il y a des attributs et des valeurs communes entre le Web3 et le luxe, notamment des valeurs de rareté, d'authenticité, de transparence, de traçabilité, finalement qui collent bien en fait avec l'ADN et les valeurs du luxe et avec ce que le luxe souhaite renvoyer aujourd'hui, à la fois auprès de ses consommateurs, mais aussi en interne auprès de ses collaborateurs. Ensuite, je pense qu'aussi que le luxe a très vite vu le potentiel du Web3 comme vague technologique globale et donc de tous ces cas d'usage sous-jacents et de sa technologie, comme pouvant venir accélérer ou magnifier un certain nombre de cas d'usage qui cherchent à adresser aujourd'hui. Pour en citer quelques-uns, on est aujourd'hui face à des nouvelles générations qui ne veulent plus consommer de la même manière, qui veulent co-créer, qui sont très sensibles aux enjeux environnementaux, par exemple.
Et le Web3 peut venir aider finalement les maisons de luxe à répondre à ces enjeux-là d'un point de vue de la customer experience pour avoir une expérience plus fluide, plus transparente, remettre de la confiance, remettre aussi cette notion justement de rareté et de rêve au milieu. Et puis le Web3 peut évidemment répondre aussi à des enjeux d'excellence opérationnelle qui sont clés aujourd'hui pour les maisons de luxe, notamment autour de la RSE, comment mieux tracer, mieux authentifier la provenance par exemple des matières premières, autour aussi de la data. Il y a un vrai enjeu aujourd'hui de CRM et de data, mais aussi autour de la créativité. Donc voilà, comment demain on va créer l'univers de luxe dont on a envie, qui nous plaît. Évidemment, on ne se séparera pas des directeurs artistiques, au contraire, mais on viendra accélérer par un certain nombre d'outils avec de l'IA aussi. Donc voilà, finalement, le Web3, ce n'est pas la réponse à tout. Ce sont avant tout des outils et des moyens. Effectivement, mythe ou réalité, il y a eu beaucoup de mythes, notamment sur la spéculation, sur toute la hype qu'on a vue. C'est pas là-dessus que les maisons de luxe vont se centrer. Et d'ailleurs, on voit, et on en parlera, je pense, après, avec des cas d'usage comme Dior, par exemple, qu'on sort de cette logique Web3 pour Web3 et on va plutôt sur des cas d'usage réalistes à forte valeur ajoutée qui permettent de construire les domaines d'expression du luxe de demain. Bah, écoute, là pour l'instant, tu as répondu à peu près à mes 9 questions. Donc, on va rentrer dans le détail. Non, on est vraiment tout ce qui est authentification sur la blockchain. On avait les exemples de l'Europiana qu'on a déjà cités. Pour la provenance, on va vraiment voilà, citer d'autres exemples. Mais justement, certaines marques de luxe ont déjà adopté ces pratiques. Mais quels sont les facteurs clés, tu crois, qui peuvent encourager une marque de luxe à intégrer sa Web3 dans quels sont les facteurs clés qui peuvent encourager une marque de luxe à intégrer le Web3 dans sa stratégie et quels sont les bénéfices qu'elle peut en attendre? Parce qu'on voit Mm. aujourd'hui, comme tu viens de donner l'exemple de Dior avec sa sneaker qui a fait un drop la semaine dernière, les maisons du groupe LVMH, je trouve qu'en ce moment, on est en grande phase d'accélération. Mais comment les maisons peut-être un peu plus petites ou des maisons indépendantes, comment les convaincre qu'il y a vraiment un enjeu majeur à intégrer ce Web3 avec tous les thématiques que tu as déjà évoquées? Ouais, alors c'est une vaste question, hein. On pourrait passer des heures à y répondre et c'est tout l'enjeu du métier qu'on fait, toi et moi d'ailleurs. Mais je pense qu'il y a deux éléments clés. Le premier, c'est que encore une fois, nous, on ne voit pas le Web3 comme une finalité en tant que telle. Ce qui est sûr, c'est qu'on est convaincu que c'est une vague technologique et culturelle majeure et que globalement, la question, c'est pas de se demander si on doit y aller, c'est plutôt quand, comment et pourquoi. Parce que globalement, tout le monde finira par y aller comme les vagues technologiques précédentes. Et l'autre conviction qu'on a aussi, c'est que même si les premières activations ont beaucoup été des activations d'image, marketing, voire de génération de revenus presque poussées à l'extrême, qui étaient presque surréalistes, en fait, il faut voir le Web3 comme une transformation profonde de long terme et durable. Et en tout cas, les marques doivent s'inscrire là-dedans. Ce qui veut pas dire qu'il faut abandonner des activations d'image, hein, parce qu'on sait très bien que c'est aussi intrinsèque à leur mode de fonctionnement. Mais du coup, les facteurs clés, c'est de se poser la question, non pas de se dire pourquoi j'intégrerai le Web3, mais plutôt quels sont mes enjeux clés aujourd'hui, mes piliers stratégiques de marque, et en quoi le Web3 et ses outils peuvent venir y répondre, voire les accélérer. Et par exemple, il y a des enjeux stratégiques clés auxquels répond le Web3 pour les maisons de luxe. Il y a notamment, évidemment, construire l'expérience client de demain. Voilà, l'expérience client de demain, on en est tous d'accord, elle sera immersive, elle sera augmentée, elle sera ultra personnalisée, elle sera transparente. Mais une fois qu'on s'est dit ça, il faut le mettre en œuvre. Et en fait, beaucoup de cas d'usage du Web3 peuvent permettre de faire cela. Le deuxième enjeu, c'est évidemment, c'est corrélé, mais c'est d'aller faire de l'acquisition, targeter, engager et fidéliser ces nouvelles générations qui sont compliquées à saisir. Et ça, c'est au cœur des stratégies de toutes les maisons de luxe aujourd'hui. Comment je m'adresse à ces nouvelles générations? Le troisième enjeu, c'est finalement comment je construis aussi de nouveaux business models et de nouvelles lignes de revenus demain. Parce que même si le Web3, ça ne doit pas être le seul enjeu, il ne faut pas se leurrer. Aujourd'hui, des maisons de luxe, elles ont aussi des enjeux business comme tout le monde. Donc comment demain on change en fait ces business models et comment on s'inscrit un peu dans une nouvelle dynamique qui peut venir par exemple du token gated, du CRM 3.0, voire d'autres. Et ensuite, effectivement, il y a tout cet enjeu finalement quand même de brand awareness
autour des piliers forts d'une marque qui peuvent être la RSE, par exemple, l'engagement employé. Comment je viens accélérer ça avec des nouveaux outils, des nouveaux moyens, parce qu'on n'en parle pas trop. Il y a beaucoup d'enjeux internes aussi pour les maisons de luxe. Comment je vais attirer des nouveaux talents, comment je vais les fidéliser. Tout ça, on peut le faire aussi grâce à des NFT, grâce à du métaverse. Donc, même pour des plus petites marques, des plus petites entreprises, évidemment, elles ne le prendront pas de la même manière et elles investiront pas la même chose. Pour autant, il y a énormément d'accélérateurs, de quick wins en fait à construire autour des grands piliers stratégiques des marques. Quand tu parles de l'engagement employeur, je trouve que vraiment c'est intéressant parce qu'on peut vraiment faire un onboarding de collaborateurs d'une nouvelle manière. On peut les emmener sans les emmener dans leur manufacture grâce à la réalité augmentée. On peut leur expliquer un petit peu, au niveau du marketing ou de la com, comment les programmes de fidélisation 3.0 vont faire qu'aujourd'hui, on va engager une nouvelle cible de clientèle d'une autre manière grâce justement au CRM 3.0. Mais pour cela, moi, je pense que les maisons, les marques, d'une manière générale, ont besoin d'être acculturées en interne pour comprendre ces enjeux. Parce que pour moi, tu le sais également, les étudiants, il y a de plus en plus, quand un sujet est à la mode, il va y avoir de plus en plus de programmes qui vont s'ouvrir sur la blockchain, sur le CRM 3.0, sur les NFT, etc. Et que ces jeunes, ils seront prêts à entrer dans les entreprises, mais que les entreprises, elles ne seront pas prêtes à les accueillir parce qu'elles ne sauront pas de quoi on parle, en fait. Exactement. Alors ça, je ne l'ai pas dit quand je me suis présentée, mais moi, j'ai démarré ma carrière dans le conseil en transformation digitale. Et donc, mon métier, c'est vraiment ça depuis toujours, c'est d'accompagner des transformations complexes. Et même si ce n'était pas toujours des sujets aussi innovants et disruptifs que le Web3, j'ai envie de dire ça, c'est la règle absolue. De toute façon, dès qu'il y a une transformation, il y a besoin, un, de conduite du changement et deux, d'acculturer et d'onboarder. Parce qu'effectivement, jusqu'à maintenant, et nous on le voit, le sujet a été pris soit par des directions spécifiques, par exemple de l'innovation, du digital ou marketing, soit directement par des directions générales, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de dirigeants, et c'est top, qui ont une vision et qui ont donc l'ambition. Mais si on veut qu'il y ait une transformation profonde qui se fasse et qu'on réponde à des enjeux concrets, il faut que toutes les directions métiers puissent s'en saisir. Et comme tu le dis, pour deux raisons. Déjà, un, pour porter des sujets aussi bottom-up et pas uniquement top-down, et donc faire remonter les sujets terrain, les sujets métiers. Et ça, c'est vraiment c'est le complexe depuis des dizaines d'années de tous les consultants qui essayent d'amener les clients à faire ça. Et deuxièmement, effectivement, pour préparer le terrain des prochaines générations qui vont arriver. Et nous, c'est quelque chose qu'on accompagne beaucoup aujourd'hui, non seulement l'acculturation et l'onboarding des directions générales et des directions métiers, pour se saisir de ces sujets, tout simplement mieux les comprendre et comprendre que c'est pas juste quelque chose qu'on vient leur rajouter, mais que c'est des nouveaux outils à leur destination pour répondre à des enjeux, et aussi pour commencer à structurer des structures en interne, des business units dédiés, comme c'est le cas d'ailleurs chez beaucoup de maisons de luxe, parce que c'est aussi une réalité demain, si on veut que ces projets-là ils soient pris en transverse et qu'ils ne soient pas juste comme ça dans un nuage qui vole autour, ils doivent aussi avoir une gouvernance, une structure, une comitologie et des gens qui l'incarnent en interne. Et nous, aujourd'hui, on accompagne beaucoup de clients là-dessus, parce que c'est indispensable et on le voit dans les réussites qu'il y a aujourd'hui. Bien souvent, c'est incarné, bien souvent, il y a une structure derrière, il y a un accompagnement, mais il y a aussi une structure interne. Et ça, pour les jeunes, justement, ceux qui veulent aller ensuite prendre des postes comme ça, c'est hyper excitant en fait, parce qu'ils sentent aussi que l'entreprise est prête à s'investir sur ces sujets-là, quelque part à être un peu pionnier, parce que oui, on n'a pas la science infuse, on ne sait pas de quoi sera fait dans 10 ans, mais en attendant, c'est les marques qui se lancent aujourd'hui qui seront les leaders de demain. Exactement. Et on n'est pas sur, pour moi, on n'est clairement pas sur un sujet one shot. C'est pas la mode que de faire un drop de NFT, que de parler du Web 3. C'est ce qu'on dit depuis le début. Le Web 1, le Web 2, le Web 3, c'est une évolution. Je lisais encore un article sur le Web 4. Attends, bon, déjà, on va Oui, essayer alors ça, c'est... Ouais. de faire en sorte que les gens comprennent le Web 3. On va y aller gentiment. Mais en fait, ça va être une nécessité. C'est nouveau. Mais je pense qu'on n'est pas sur quelque chose d'éphémère, au contraire. Et justement, ma question va porter sur cette nouvelle génération qui sont, comme tu le sais, très engagées dans le gaming. Et comment les marques de luxe peuvent-elles utiliser en fait cette passion pour le gaming pour créer des expériences uniques et mémorables pour cette cible qui est la cible Gen Z et, Ouais. et consorts. Déjà, alors
ça tombe bien, c'est assez frais dans ma tête parce que j'avais une présentation il n'y a pas longtemps là-dessus, mais je pense qu'il y a quelques chiffres clés qui sont pas mal à avoir en tête. Le premier, et je tiens ça de Sébastien Borgé, que je salue d'ailleurs, de The Sandbox, qui présentait ça, et je trouve ça pertinent de revenir à ça. Aujourd'hui, 50% de la population mondiale est digital native. Et ça, c'est clé parce que déjà, c'est jamais arrivé jusqu'à maintenant. Et ça ne va faire que croître. Et ce que ça signifie, c'est que globalement, on ne peut plus considérer le contenu, l'expérience comme on l'a considéré avant. Et en fait, moi, c'est ce que je dis souvent à mes clients. En fait, on ne peut même pas se poser la question de se dire, ah, est-ce qu'il faudrait? Non, en fait, il faut y aller. Globalement, ces générations-là, et j'en fais partie, consomment via le digital. Et tout l'enjeu, ça va être de créer le lien entre le digital et le physique. Ensuite, dans d'autres chiffres clés, il y a une étude, tu l'as vu, récente du BCG qui est sortie et qui montre que globalement, le pourcentage de la Gen Z et des millennials qui consomment dans le luxe est énorme. En fait, c'est plusieurs millions de dollars et elle va doubler pour arriver en 2026 à 75% des consommateurs de luxe qui seront de cette génération-là. Donc là aussi, on n'est pas face à un micro-phénomène et on comprend bien pourquoi les marques ont besoin de se focus sur cela. Quand tu vois ensuite que les gens de ces digital natives passent en moyenne 12 heures par semaine sur des plateformes de jeux vidéo, bah là, effectivement, tu l'as dit, se poser la question, c'est même pas d'actualité en fait. Donc après, la question, c'est comment, en tant que marque de luxe, on va là-dedans. Et là, il y a un vrai dilemme parce que d'un côté, en fait, elles sont obligées d'y aller, elles sont obligées finalement d'aller emprunter les codes du gaming. Mhm. Et on parle même plus là de gamification, on parle carrément de gaming, de jeux vidéo, et De on voit toutes les métavers. expériences qu'il y a voilà, sur Roblox, sur Fortnite, etc. Et de l'autre, cette exigence quand même de minimalisme, d'esthétisme, qui a rien à voir avec ce gaming. Et donc, on est face à un dilemme. Mais quand on voit Louis Vuitton qui signe un partenariat avec Epic Games, on voit quand même bien que on est dans la réalité. Donc, qu'est-ce qu'elles vont chercher? Bah, finalement, elles vont chercher déjà à adopter les codes de cette nouvelle génération. Finalement, ce qu'on se dit, c'est au lieu d'essayer de les attirer, pourquoi on n'irait pas directement sur la plateforme sur laquelle ils sont au quotidien? Pourquoi il y a 10 ans et encore aujourd'hui, Instagram, ça a fonctionné et même TikTok? Parce qu'en fait, ils sont allés chercher les consommateurs là où ils étaient globalement. Bah, là, c'est le même principe. Aujourd'hui, les consommateurs, ils sont sur des plateformes de gaming. Ils consomment d'ailleurs des wearables. On est en train de complètement bouleverser la manière dont on fait du marketing. On passe de direct to consumer à du direct to avatar. Quand on prend l'exemple de Gucci dans Roblox, on peut bien imaginer que tous les gamins, parce que c'est, faut le dire, c'est des gamins entre 8 ans et 14 ans qui demandent à leurs parents de leur acheter des skins et des wearables Gucci, bah, à 18 ans, ils demanderont sûrement d'acheter un vrai habit Gucci. Donc en fait, c'est un pari sur l'avenir pour les marques. Et on passe du coup de direct to avatar à aussi demain du direct to wallet en fait. Et donc on redécouvre la manière dont on va aborder ces stratégies marketing. Et après, voilà, encore une fois, tout l'enjeu, c'est de faire le lien. Et de cette stratégie un peu gaming, comment derrière on en tire des enjeux clés autour du CRM par exemple, autour de l'engagement client, autour de la fidélisation et aussi autour de thématiques comme la sustainability, parce que ces nouvelles générations-là, et ça c'est assez fort, elles sont hyper tournées, et tant mieux, sur ces sujets green. Et donc c'est inconcevable pour elles d'aller consommer en étant à l'inverse en fait de leur éthique et de leurs croyances. Et donc il faut aussi répondre à ces enjeux. Et là, il y a beaucoup de cas d'usage qui se développent, par exemple sur la seconde main autour de ça. Tout à fait. Au niveau des avatars, j'ai pas les chiffres en tête, mais le temps qu'une personne va mettre pour créer son avatar, c'est juste incroyable. L'attention qu'elle va apporter à la création de son avatar et ensuite le budget qu'elle va mettre, qu'elle va avoir pour pouvoir l'habiller. J'avais lu une étude, mais on coupera ça, les filles, dans le podcast. Ah voilà, je recommence, je réouvre le podcast. Forever 21 avait créé un bonnet rose pour ses avatars et ça leur avait coûté $500. Et il s'est avéré que, mais ça a été, ils en ont tellement vendu qu'ils ont généré un chiffre d'affaires, mais
incroyable. Et du coup, du digital, ils en ont fait un produit IRL, in real life. Et le succès du bonnet de l'avatar et du bonnet que les jeunes filles pouvaient porter, mais a été incroyable. Et en fait, la leçon marketing, c'est mais ça coûte rien de créer un bonnet pour un avatar. Et le retour sur investissement est juste énorme. Et par la suite, je crois que c'était, je sais pas moi, 10 dollars sur l'avatar. Ils l'ont vendu à 20 dollars, je suis pas tout à fait sûre des chiffres, en boutique, mais ça a été incroyable. C'est plus, je vais Mm. m'habiller comme mon avatar. Non, je recommence la phrase. C'est plus mon avatar s'habille comme moi, c'est je vais m'habiller comme mon avatar. Et ça, Exactement. je trouve Mm. que c'est assez incroyable en fait. Ouais, tout à fait. Bah, et ça, les marques, et pas que dans le luxe, elles ont mis un peu de temps quand même à le comprendre en pensant que c'était un phénomène de mode. Et en fait, c'est loin d'être un phénomène de mode. Et d'ailleurs, quand tu parles à des gamers, en fait, ils te le disent, eux, ça fait quand même des années qu'ils sont là-dedans. Et c'est un marché aujourd'hui à plusieurs milliards. Donc, c'est une réalité. Bah, quand on voit Squeezie, enfin enfin, les taux d'audience qu'il génère sur son e-sport, non, c'est pas quelque chose à prendre à la rigolade. Ça, c'est clair. Tout à l'heure, tu parlais de Gucci sur Roblox et on a également des collabs Gucci X Van qui a Mm. eu un succès incroyable. Donc, on est sur des maisons de luxe qui commencent à entrer dans ces univers de gaming. On est sur des maisons de luxe qui vont défiler sur Decentraland avec la Metaverse Fashion Week. Et on est sur des maisons de luxe qui collaborent avec des équipementiers sportifs ou des marques sportwear comme Vans avec un vrai succès d'audience. C'est un public qui ne s'intéressait pas forcément à l'univers du luxe, c'était pas la cible des maisons de luxe, mais qui le devient du fait de s'adresser à eux via le Web3 et tous ces enjeux en fait. Exactement, ouais. Pour parler un petit peu, on avait évoqué ça ensemble pour préparer le podcast, on parlait de vocabulaire. En fait, il y a certaines maisons de luxe qui sont plutôt réticentes à utiliser des termes techniques. Il y a le mot NFT, parfois c'est un gros mot. On va utiliser collectible. Bon, pour moi, c'est pareil. Mais finalement, on comprend, si on ne sait pas ce que c'est, on ne saura pas plus ce que c'est qu'un collectible. Mais comment tu trouves, comment tu vois l'approche des marques de luxe pour familiariser leur clientèle en fait aux nouvelles technologies du Web3, à ce vocabulaire, tout en utilisant un langage simple et accessible. En fait, ça, c'est un sujet que nous, on a très vite vu. On a démarré en 2016 dans la blockchain. On parlait même pas de Web3 à ce moment-là. C'est ça qui est un peu à la fois fascinant et complexe, c'est qu'aussi le Web3, c'est vite devenu un mot un peu buzzword dans lequel les gens mettent un peu tout et rien. Donc finalement, ça a été galvaudé. Mais quand on était en 2016-2017, on était impressionné de voir que la vision était très technocentrée. Donc bah, globalement, personne ne comprenait rien, encore moins qu'aujourd'hui, parce que c'était uniquement à destination des tech guys. Et nous, ce qu'on disait toujours, c'est de toute façon, vivement qu'on sorte des use cases game changer qui permettront justement d'arrêter de parler de la techno et de plutôt parler des cas d'usage. Ça a bien fonctionné puisque derrière se sont popularisés bah, tous les use cases, crypto, NFT, metaverse, Web3, etc. Et là, en fait, on est retombé encore un espèce de piège où on remet un mot savant que les gens galvaudent plus ou moins. Un coup, c'est positif, un coup, c'est négatif. Les médias s'en emparent en disant ça y est, c'est la folie, puis après, c'est mort. En fait, la réalité là-dedans, c'est que nous, on croit beaucoup au fait que on aura réussi l'adoption générale le jour où on n'en parlera plus, globalement. Ça, on peut aujourd'hui, je pense pas que les gens parlent de HTTPS, HTML, ils parlent pas de tout ce qui se passe derrière les réseaux sociaux, ils parlent du cas d'usage en tant que tel, en fait. Donc là, on est à peu près dans cette période de transition. Forcément, bah, il y a encore besoin d'en parler. Puis il y a un côté aussi image de dire telle marque va dans le Web3. Mais si Mhm. on prend le cas de Dior, et ça a été le cas de d'autres marques qui l'ont fait depuis, on utilise de moins en moins ces mots-là. En fait, on utilise beaucoup plus l'usage et l'utilité que ça va apporter à l'utilisateur. Parce que finalement, pour te donner un exemple, tu vois, que nous, on accompagne dans un secteur qui n'a rien à voir avec le luxe, dans le rugby. On a développé un certain nombre de tickets collector, mais en fait, on n'a jamais parlé de NFT, on parlait de tickets collector parce qu'on s'adresse à une audience, des gens qui vont au stade de rugby, qui ne sont pas du tout, en tout cas pour la majorité, acculturés à ces sujets-là. Et si on leur avait dit une seule fois c'est un NFT, personne ne l'aurait pris. Alors qu'en fait, utiliser leur langage habituel, leur montrer les utilités que ça offre
et dire, bah, en fait, oui, by the way, quand vous vous connecterez, vous capterez qu'il y a de l'innovation derrière. Mais à la limite, on s'en fout. Aujourd'hui, la majorité des gens, c'est comme le QR code. Ils s'y sont faits, ils scannent, ils voient ce que ça leur fait apparaître et c'est tout. Ils ne se posent pas la question de l'outil tech qu'on utilise derrière. Donc, je pense qu'on est vraiment sur cette tendance et qui doit prendre de trouver le juste milieu entre montrer l'innovation qu'on fait et s'adresser en direct à l'utilisateur avec des mots qu'il connaît. Et effectivement, tu disais collectible, je ne sais pas vraiment si c'est plus simple que NFT, mais des fois, pourquoi pas parler tout simplement, en fait. Voilà, typiquement, l'exemple de Dior, bah, c'est une sneakers, en fait, jusque-là, tout va bien, il suffit de scanner, on se rend compte qu'on tombe sur quelque chose. Un exemple qui est assez intéressant, c'est l'exemple de la Chine. En Chine, ils sont très pragmatiques là-dessus. Et aujourd'hui, ils parlent absolument pas, par exemple, de métaverse, mais ils le vivent. C'est-à-dire que directement depuis WeChat, un certain nombre de maisons de luxe, par exemple, permettent d'aller dans un univers immersif. À aucun moment, on leur dit attention, vous entrez dans le métaverse. Non, en fait, ils cliquent sur un lien comme toi, tu cliquerais sur un coupon de réduction et ils arrivent dans un univers immersif. Et en fait, ça, c'est un peu notre spécialité quand même en Occident, c'est de vouloir beaucoup intellectualiser les choses, là où finalement, ce que cherchent les utilisateurs, c'est juste de l'utilité, de l'accessibilité et une expérience qui soit la plus seamless possible. Donc voilà, je pense qu'on va s'orienter là-dessus. En tout cas, nous, on amène nos clients à aller là-dessus aussi parce qu'il y a une réalité. Aujourd'hui, il y a 11% des gens en France qui détiennent des crypto-actifs, donc c'est beaucoup et pas beaucoup. Donc finalement, si on veut convaincre les 99% autres, bah, il faut parler le même langage en fait. Il faut pas aller leur imposer un langage ultra technique qu'ils vont pas comprendre quoi. Dans ce que tu disais, Karen, on a eu pour l'épisode 6 Benjamin Moget, on a parlé des fan tokens et en l'occurrence du site socios.com. Et donc, bah, nous, on est allé sur ce site internet qui est pour des fan tokens où tu choisis ton équipe de sport préférée. Mais je trouve que le langage est tellement clair, ça te donne accès à un droit de vote, au DJ qui va, la musique du DJ, le fanion que les gens vont avoir. Quand tu disais, bah, voilà ce que ça va vous rapporter, vous aurez une séance de dédicace, vous pourrez parler, échanger avec votre joueur de foot préféré. Ben, ça leur parle. Et pourtant, ils ont acheté un token via un wallet, un portefeuille virtuel. Et c'est exactement ça quand tu dis qu'en Europe, en France en particulier, on a besoin de faire du vocabulaire à tout va. Quand nous, on voit que des maisons comme La Neige récemment, je me rappelle plus son nom, ou bien des Charlotte Tilbury, ou bien Ralph Lauren sont dans le Web3, dans le métaverse, bah, il suffit qu'on y aille, on est sur un site internet ou Lacoste, bah, on rentre dedans et puis on a des petits pop-up qui arrivent avec des vidéos pour savoir la provenance du produit, la composition, un tuto pour savoir comment se maquiller. Et bon, bah, on est dedans, on se dit pas, ah, je suis dans le Web3, dans le métaverse 2, je suis vraiment dans un univers immersif. Et en effet, on a besoin de se justifier alors que finalement, en démontrant justement, quand vous rentrez dans ce site internet, vous aurez des tutos, vous allez avoir la provenance, vous verrez tout ce côté RSE que tu citais. Bah, en effet, peut-être que l'adoption sera plus simple. Ouais, c'est ça. Et puis, encore une fois, et c'est ce que les marques doivent avoir en tête, c'est qu'il faut, en fait, il faut chercher l'usage et l'utilité. Parce que c'est la même chose si on considère le Web3 pour le Web3, la majorité du temps, on va adresser un sujet qui n'est pas un sujet en fait. Et donc, on ne va pas répondre à une attente utilisateur ou une attente collaborateur. Donc aujourd'hui, c'est vraiment ça qu'il faut prendre en compte. C'est plutôt, encore une fois, de regarder les enjeux et d'y répondre. Et de toute façon, l'utilisateur, et on le voit avec les vagues technologiques qu'il y a eu, enfin, globalement, l'être humain est quand même assez bien fait. Il s'adapte très vite au changement. Quand on voit comment tout le monde a fini par faire des visios, mettre des montres connectées, avoir un wallet, parce que typiquement, Apple a généralisé cette idée de wallet qui est en fait juste un portefeuille numérique qui n'a rien à voir avec la crypto, mais en fait, tous ces mots-là, ils sont entrés dans les mœurs parce qu'entre guillemets, ils sont arrivés, on l'a prouvé par l'usage et on a arrêté de se poser la question de comment on l'avait fait. Et ça, c'est vraiment crucial. Et en plus, on est dans un moment où il y a un rejet quand même assez massif de beaucoup de gens autour du concept même de Web3 et de NFT parce qu'il a été mal compris et que donc les gens ont pensé que c'était encore un coup marketing de plus. Et donc, bah, il faut réussir à passer cette step, à construire des cas d'usage à forte valeur ajoutée où les gens, en fait, de manière complètement seamless et invisible, le vivent sans même en parler, en gros, globalement.
Et c'est Oui. ça, en fait, c'est ça la clé. Et ça va passer par plein de choses. Bah, déjà, évidemment, le fait que des grandes marques se mettent là-dessus, moi, je crois beaucoup. Et nous, si on a choisi d'accompagner des groupes et des marques, c'est parce qu'à un moment donné, bah, on est tous des consommateurs. Et donc, on consomme ces marques-là. Et si ces marques-là nous amènent sur ces sujets-là, on sera beaucoup plus familier que si on s'y met par nous-mêmes. Et de toute façon, toutes les vagues technologiques se sont faites comme ça. Deuxièmement, ça va venir par les devices. C'est sûr que si demain, c'est ultra fluide, le wallet, c'est simple, aller sur un métaverse, c'est facile, ça met pas 10 minutes, on paye pas un casque 4 000 euros, bah, évidemment que tout le monde ira. Donc tout ça, ça va venir progressivement. Et là aussi, c'est là où c'est important d'avoir une certaine humilité, une agilité, c'est qu'on n'est qu'au début. Il y en a beaucoup qui ont tendance à oublier que les vagues technologiques, ça met des années. Et même si aujourd'hui, ça s'accélère, enfin, faut quand même pas penser qu'en un an, tout va se faire, en fait. Donc il y a encore beaucoup de boulot d'un point de vue infrastructure et tech. Donc, il faut avoir cette humilité de se dire, bah, aujourd'hui, on est encore un peu dans du test and learn. On ne sait pas complètement de quoi sera fait demain, mais on est quand même capable de faire des suppositions et d'être un peu pionnier et de tester et d'être agile parce que oui, des fois, en 6 mois, en 9 mois, on découvre des nouveaux cas d'usage, on découvre des nouvelles fonctionnalités, ça ouvre la voie à de nouvelles choses. Et demain, il va y avoir des enjeux énormes, par exemple, d'interopérabilité. Mais ça, moi, des fois, on a des clients un peu pressés qui nous disent, ah non, mais là, c'est pas interopérable. Et j'ai envie de leur dire, mais attendez, le truc, il s'est fait il y a 6 mois, en fait. Enfin, imaginez-vous que Internet, ça existe depuis les années 90 et qu'aujourd'hui encore, il y a même des entreprises qui n'ont pas encore tout leur pack, leur suite Office, qui n'ont pas encore de CRM. Donc de là à parler de métaverse et de Web3, c'est sûr qu'on en est encore loin. Donc il y a aussi cette prise de recul qui est nécessaire. Tout à fait. Et je partage tout à fait ton avis. Et pour justement l'avenir, où tu disais, ce qui s'est passé il y a 6 mois, bah, ça peut être obsolète aujourd'hui. Peut-être pour conclure, on voit aujourd'hui l'émergence de l'intelligence artificielle qui offre de nouvelles possibilités en matière de personnalisation, d'interaction, de sur-mesure. Est-ce que, je sais que tu as participé récemment à un livre blanc avec le journal du luxe. Est-ce que tu as des exemples peut-être concrets sur comment ces nouvelles technologies d'intelligence artificielle générative pourraient être notre allié, et je précise bien le mot allié, et ne pas en avoir peur finalement? Oui, oui, complètement. Alors nous, on est convaincus, là encore, hein, pour nous, la définition de Web3, ça ne doit pas être un fourre-tout, mais ça reste une vague technologique globale dans laquelle on a aussi l'arrivée à maturité de l'IA et d'autres technologies, hein, comme les IoT par exemple ou les réalités mixtes. Évidemment, l'IA générative, je pense que c'est un des segments les plus prometteurs, en tout cas les plus visibles de l'IA vis-à-vis du grand public, mais aussi des entreprises. C'est clair qu'aujourd'hui, il y a des cas d'usage très concrets, par exemple dans les métaverses, pour venir faire de l'ultra-personnalisation, du chat conversationnel. Demain, en fait, si on s'imagine dans une expérience d'immersive commerce, comme a pu le faire Clinique, par exemple, dans l'univers de la beauté, ou même Nars, également en Chine, bah, on s'imagine bien qu'au-delà de tout ce que le Web3 et le métaverse pourront apporter, le fait d'avoir un agent conversationnel qui nous permet d'avoir une ultra personnalisation comme on ne l'a même pas dans la vie réelle, ça apporte une vraie valeur ajoutée. L'intelligence artificielle, ça sert aussi dans tout le domaine de la créativité. Par exemple, pour les NFT, aujourd'hui, beaucoup de collections sont générées de manière automatique, c'est-à-dire qu'il y a un artiste derrière qui se fait aider de l'intelligence artificielle. On a aussi beaucoup d'IA dans le domaine de la finance décentralisée, de la blockchain et des cryptos. Donc finalement, l'IA peut être à la fois un allié de la technologie et évidemment un allié de l'être humain. Et en tout cas, on doit savoir la dompter, l'utiliser à bon escient. Mais c'est clair que ça ouvre la voie à de nombreux cas d'usage. Et je pense vraiment que le meilleur cas d'usage, c'est l'ultra personnalisation en fait. C'est cette recherche vraiment d'une expérience sans couture, sur mesure, ultra personnalisée, dédiée à soi, avec une self-expression, quoi, grâce à l'avatarisation, comme on le disait tout à l'heure, à cette capacité d'aller automatiser de la data, de pouvoir se rendre d'un canal à l'autre de manière complètement seamless, du physique au virtuel, de l'immersif au statique, et en rajoutant cette blockchain qui, elle, permet en tout cas d'anonymiser et de sécuriser l'ensemble de ces données, parce que l'IA a aussi des biais, évidemment, qu'il va falloir éviter, quoi.
Bah, merci beaucoup, Karen, pour cette discussion très, très riche. Je pense qu'on aurait pu rester 3 heures à discuter. Ouais, merci Sabine. Effectivement, je pense que là, heureusement qu'on n'était pas dans le sud sur un transat parce qu'on en aurait parlé toute l'après-midi. Attention, ne me chauffe pas, parce que je peux prendre mon billet d'avion et venir te voir. Bon, en tout cas, un grand merci d'avoir participé au podcast L'été Luxury Tale, le pouvoir du Web3. Est-ce que tu as un mot de la fin à nous dire? Une actualité peut-être à nous transmettre? Bah, en tout cas, merci encore pour ton invitation. Ravie de paraître parmi le panel de super speakers que tu as conviés. Non, je pense que le mot de la fin, c'est n'ayez pas peur, allez-y, bah, faites-vous bien accompagner et suivez de près. On a pas mal d'annonces à faire dans les semaines à venir sur des très belles marques qui se lancent à leur tour sur des sujets de long terme, notamment autour de l'engagement, mais aussi de la gamification. Donc, stay tuned. Et pour ceux qui sont là cet été, rendez-vous à NFT Biarritz, qu'on a le plaisir de sponsoriser cette année encore. Bah, merci beaucoup, Karen. Passe un bel été. Merci Sabine, toi aussi. Merci.